Je suis Pierre Gay, donc je suis pneumologue sur Saint-Étienne. Je suis un peu ce qu'on appelle un produit de la ville parce que j'ai fait toutes mes études à Saint-Étienne, de l'entrée en médecine jusqu'à la sortie. J'ai une activité principalement libérale, plutôt sur le nord de la ville, dans la zone du CHU à Saint-Priest-en-Jarez. J'ai un peu d'autres activités annexes, notamment en médecine du sommeil à la clinique mutualiste, pas loin d'ici. Ce qu'on voit le plus en ville et qui va concerner un peu le domaine de l'activité du sport, c'est l'asthme et la BPCO. Alors l'asthme, c'est une maladie qui est très connue, hein. Je pense que tout le monde a cette pathologie en tête et ce nom en tête. Il faut savoir que c'est une maladie très fréquente, hein. Ça représente, on estime, entre 5 et 10% de la population adulte, avec une grande variabilité de sévérité. Vous pouvez avoir des gens qui sont asthmatiques et qui n'ont quasiment aucun symptôme au quotidien, même sans traitement, et des gens qui vont avoir besoin de traitement au quotidien, voire de traitements très lourds avec des protocoles de soins hospitaliers. Pour en parler un peu plus précisément, ça nous servira aussi pour la BPCO, j'en parlerai après. On va refaire juste un tout petit point d'anatomie pour que vous voyez un peu ce qui se passe dans cette maladie bronchique. Le poumon, il faut vraiment vous l'imaginer comme un arbre qui serait à l'envers. Vous avez votre trachée qui sert de tronc, vos deux premières branches pour chacun de vos poumons, et puis vous allez avoir des divisions comme des branches d'un joli noyer ou d'un joli chêne qui vont se diviser de plus en plus grand nombre pour arriver à un calibre de plus en plus petit. La partie terminale de ces bronches est représentée par un ensemble de petits sacs qu'on appelle les alvéoles. Ça pourrait être un peu comme une grappe de raisin qui serait un peu condensée. Et le tout est tenu dans un tissu où notamment il y a les vaisseaux. Les vaisseaux et les alvéoles vont nous permettre de faire les échanges d'oxygène et de gaz carbonique. Ici, ce dont on va parler, c'est surtout de cet arbre bronchique qui va être altéré dans ces maladies. Dans la pathologie asthmatique, il va y avoir en fait une inflammation par essence, c'est-à-dire que la personne développe naturellement une inflammation de ses bronches qui va entraîner une difficulté pour ses bronches à se distendre et surtout à se réduire pour expirer. C'est vraiment des maladies qu'on appelle expiratoires. On le reverra quand je parlerai de comment on les diagnostique. Ce sont des troubles ventilatoires obstructifs liés à ce défaut expiratoire. L'inflammation, elle peut être liée à différentes choses. L'asthme le plus classique, l'asthme du jeune adulte, c'est un asthme allergique. Ce n'est pas le seul cas, mais c'est le plus fréquent. Et bien, quand la personne va se retrouver au contact d'un allergène, son chat, des acariens, le pollen, il va y avoir cette réaction inflammatoire, et donc une contraction de ses bronches, une difficulté pour lui à expirer. C'est ce qu'on appelle la crise d'asthme, qui pareil peut prendre différents stades de sévérité, de quelques minutes qui passent toutes seules, à des fois malheureusement des crises sévères qui peuvent finir aux urgences. Donc c'est des maladies qu'on suit et qu'on traite évidemment et on a des fois des mal à dépister de par cette grande variabilité de sévérité. La deuxième maladie dont on va parler est une maladie qu'on suit beaucoup et pour laquelle l'activité physique a une part importante, mais on y reviendra, c'est la BPCO. Malheureusement, elle est encore méconnue du grand public, vous le savez, hein, vous en voyez beaucoup en médecine générale, mais c'est encore quelque chose qui a du mal comme nom à rentrer dans les mœurs et au grand public, qui concerne donc les expositions et notamment au tabac. On estime à peu près à 80% l'implication du tabac dans les BPCO, mais il existe aussi des expositions professionnelles notamment. Donc là, vous avez vraiment une inflammation qui va être liée à cet apport extérieur, hein, d'accord ? C'est vraiment la fumée de tabac ou l'exposition que la personne peut avoir qui va entraîner ce défaut d'expiration par cette inflammation permanente. Donc là, on est dans un caractère beaucoup plus irréversible parce que les lésions qui ont été faites, une fois qu'elles sont faites, elles sont là. Et il n'y a pas cet effet un peu on-off qu'il peut y avoir dans l'asthme chez des gens qui n'ont plus du tout de symptômes. Si on prend l'exemple de l'asthme peut être une pathologie qui peut être facilement traitée en médecine de ville car il y a beaucoup de formes qui ne sont pas particulièrement sévères. À partir du moment où un asthmatique va avoir recours relativement fréquemment à de la ventoline, que ce soit pour le sport ou dans d'autres situations, cela justifie généralement d'au moins une évaluation chez le spécialiste pour avoir une idée de la fonction respiratoire qui va permettre de déterminer s'il y a vraiment besoin de traitement de fond ou pas.
Cette évaluation, elle se fait donc avec une spirométrie et une plethysmographie. Alors c'est surtout la spirométrie qui va nous servir dans l'asthme afin de détecter ce fameux trouble ventilatoire obstructif. C'est-à-dire que vous allez avoir une perte de la capacité d'expiration, on l'estime par le VEMS, qui est le volume expiré maximal sur 1 seconde, qui est un des meilleurs reflets pour un examen relativement simple de la capacité justement à expirer, ce qui représente le mieux ces pathologies. Plus le VEMS va être éloigné de la valeur qu'il devrait atteindre, plus la pathologie va être soit sévère, soit le patient en crise et nécessiter un traitement. Ça nécessite au moins d'être évalué une fois chez un asthmatique, et évidemment plusieurs fois si celui-ci a un asthme qui est plus sévère. Pour la BPCO, à l'inverse, je dirais que c'est plus obligatoire, dans le sens où c'est une maladie qui est sous-diagnostiquée. Les médecins généralistes le savent bien, ils en croisent, ils ont souvent des suspicions, mais la personne, elle veut pas forcément de faire bilan chez le pneumologue, elle veut pas prendre de traitement, elle a pas forcément encore arrêté de fumer, c'est pas dans sa tête. Donc malheureusement, on a énormément de BPCO qui s'ignorent, on estime que c'est entre 3,5 millions de personnes en France, et je pense pas qu'il y ait autant de BPCO qui soient suivis. Donc à l'inverse, j'ai envie de dire, à la moindre suspicion, là il faut essayer de pousser son patient à vraiment aller faire le diagnostic, où là on peut avoir des examens plus complets que la spirométrie avec la plethysmographie, des mesures de capacité de diffusion qui mesurent ces échanges justement de l'oxygène jusqu'à des gazométries avec des taux d'oxygène, car on sait que c'est une maladie qui peut évoluer vers l'insuffisance respiratoire et donc une nécessité de suppléance en oxygène. Non, il n'y a pas de réelle contre-indication, il faut rester assez logique, c'est-à-dire que si vous avez une personne qui est étiquetée asthmatique et que vous avez l'impression qu'elle a très souvent besoin de ventoline, qu'elle ne va pas prendre ses traitements comme il faut faire une évaluation, il ne faut pas lui dire de faire n'importe quoi vis-à-vis de la pratique du sport, parce que ça veut dire qu'elle n'est probablement pas équilibrée, et le sport peut être un vrai facteur de décompensation de l'asthme. Il y a des asthmatiques qui sont uniquement asthmatiques à l'effort, et qui donc peuvent faire éventuellement une crise sévère sur ça. Donc, chez quelqu'un qui n'est pas équilibré, il faut un bilan chez le spécialiste avant, afin de rééquilibrer les traitements. Chez quelqu'un qui finalement ne se plaint pas particulièrement à l'effort, qui suit bien ses traitements s'il en a, qui n'a pas présenté de crise, il n'y a aucune limitation. Au contraire, chez l'asthmatique, qui est plutôt une maladie du sujet jeune, bien qu'on voit un réel deuxième pic d'apparition vers la cinquantaine, on n'a aucune limite à ça et au contraire, on les pousse à faire du sport, vraiment pour essayer qu'ils soient le moins gênés possible, en les encadrant bien sûr, en leur expliquant comment prendre les traitements, à quel moment. Il y a énormément de sportifs de haut niveau qui sont asthmatiques ou au moins asthmatiques à l'effort, donc ça se fait très très bien, mais évidemment il faut que ça soit encadré. Les 2-3 chiffres que j'ai en tête, on estime qu'il y a à peu près 40% d'asthmatiques d'effort dans les grands sports d'endurance que vont être la natation, le cyclisme, la course, et notamment aussi les sports de fond d'hiver. Ils arrivent à être de grands champions sans qu'on les limite, mais par contre ça justifie un encadrement. Chez le BPCO, là on n'est pas tout à fait dans le même domaine, dans le sens où on va être sur une population plus âgée, donc déjà la première limite sera qu'on ne va pas viser des performances qui vont être celles de quelqu'un de 20 ans. Par contre, il n'y a absolument aucune restriction d'activité physique, au contraire, on leur demande d'être le plus actif possible. Là encore, ça passe par une évaluation, parce que vous n'allez pas faire la même chose à un BPCO qui va être dépendant de l'oxygène, notamment à l'effort, d'un BPCO qui finalement n'a pas une fonction très altérée, une qualité de vie qui n'est pas très altérée non plus. Donc, pas de restriction, on adapte juste selon les capacités de la personne. En termes d'évaluation, on est un peu comme les cardiologues, c'est-à-dire que dans un monde idéal, on pense qu'une épreuve d'effort, notamment dans la BPCO, chez ces patients plus âgés qui peuvent avoir d'autres comorbidités, malheureusement quand vous avez fumé toute votre vie, la BPCO ne risque de pas être le seul problème que vous allez rencontrer. Donc idéalement, une épreuve d'effort permet d'avoir une idée de ce dont la personne est capable en termes d'activité, et puis aussi d'éliminer éventuellement une pathologie coronarienne qui reste la chose la plus dangereuse évidemment à l'effort si ça n'a jamais été testé. On a tous la crainte de l'ancien footballeur qui n'a pas refait de foot depuis 30 ans, qui se dit je vais repartir sur un terrain à plus de 50 ans alors qu'il n'a pas fait d'efforts violents. On a eu quelques mauvaises surprises et c'est pour ça qu'on recommandera toujours une épreuve d'effort chez quelqu'un qui a des comorbidités, qui n'a plus fait de sport, etc. Par contre, pour l'activité physique quotidienne, la marche, faire ses courses, faire un peu de vélo d'appartement, des séances de kiné, il n'y a pas de limite particulière en dehors d'un état évidemment d'exacerbation de la maladie.
Si on différencie, si on reste sur les gens les plus pathologiques qui vont être les PPCO, donc un peu plus âgés, bien que ça puisse être très large, hein, ça peut attaquer de plus en plus tôt, il n'y a pas de recommandation forcément d'intensité, surtout si nous n'avons pas de données d'épreuves d'effort particulières. On va plutôt s'accentuer sur la répétition et la régularité. Moi, en gros, en pratique, ce que je dis à mes patients, c'est de marcher tous les jours. Avec les contraintes que ça peut représenter, évidemment. Hein. Chez nous, les régions sont très vallonnées. En hiver, ça peut être parfois un peu compliqué de sortir, surtout chez des patients très âgés. Donc il faut essayer de s'adapter. Mais l'idéal, c'est vraiment la pratique d'activité au quotidien. Moi, je dirais qu'entre 30 et 45 minutes par jour, ça serait vraiment l'idéal dans ces pathologies-là. Chez un asthmatique jeune, évidemment, quand on va lui demander de faire du sport, une vraie activité sportive, qui lui plaît, voilà, et comme on peut la pratiquer à cet âge-là, en période extrascolaire, en plus de l'activité qu'il fait à l'école, sans aucune restriction. On essaye vraiment de ne pas les limiter. Bien sûr qu'il y aura toujours certaines difficultés de faire de l'endurance à un asthmatique en plein hiver, en extérieur. Cela peut représenter des difficultés, il ne faut pas le forcer, le dégoûter d'une activité sportive si déjà ce n'était pas son grand domaine à la base, mais plutôt essayer de trouver quelque chose qui va pouvoir lui plaire et lui permettre d'être actif, parce que ça reste capital dans ces pathologies-là. Pour moi, la marche, rien ne remplacera la marche. Après, on peut avoir effectivement des contraintes mécaniques qui font que la marche devienne compliquée. La piscine, natation, est vraiment des choses qui sont très intéressantes. D'ailleurs, on voit beaucoup de choses couplées, hein, avec l'aquabike, on entend beaucoup parler. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens à qui ça plaît, donc pourquoi pas. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais appareil, il faut qu'ils travaillent, mais c'est vrai que surtout par chez nous, vous avez beaucoup de gens qui vont habiter en périphérie de Saint-Étienne où on a quand même des coins qui sont très jolis. Dites-leur d'aller marcher, hein, c'est ce qui marche, c'est ce qui fonctionne le plus. Maintenant, on sait que ça fait partie intégrante du traitement. Pour faire simple, que ce soit mon asthmatique, mon BPCO, je mets un peu la fibrose à part, car c'est des pathologies qui peuvent être parfois très sévères. Je leur explique que l'activité physique, c'est dans les 3 premières choses à faire. Dans le BPCO, je leur explique que la première chose, c'est d'arrêter de s'intoxiquer. Si jamais c'est déjà fait, c'est la deuxième chose qui va être la plus importante. Chez l'asthmatique, c'est pareil. La première, ça va être la prise de ces traitements pour éviter qui me fassent des crises ou se protéger de certains allergènes évidemment. Et la deuxième, c'est l'activité sportive. Dans les pathologies respiratoires, quelles qu'elles soient, il faut que les gens bougent. Ça a été un dogme qui a mis du temps à se mettre en place. Hein. Alors, je n'ai pas connu, mais certains peut-être d'entre vous ont connu, où on disait aux asthmatiques il y a 30 ou 40 ans de surtout ne rien faire quand ils sentaient des symptômes. On s'est rendu compte que c'était pas du tout ça qu'il fallait faire et maintenant, quelle que soit la pathologie respiratoire en gros, dites-leur de bouger, ça pourra que leur faire du bien. Mais on sait très bien que ça vaut aussi pour mes confrères qui vous ont fait des présentations, pour les cardiologues, le diabète, les problèmes neuromusculaires. Enfin, je pense que maintenant l'activité physique est au cœur de tous les traitements. Toutes les personnes effectivement que vous voyez dans les vidéos, dans les capsules vidéo, nous orientent, comme vous le savez, du coup, les bénéficiaires, patients, adhérents, vers nous selon un protocole bien défini, en fonction de la recherche d'une activité de loisir compétition, en fonction de la recherche plutôt d'une activité de remise en condition, qu'elle soit par rapport à une limitation modérée ou une limitation minime. Donc que vous retrouvez effectivement dans le petit schéma ci-dessous. Pour avoir un peu plus d'explications, vous pouvez effectivement aller revoir la vidéo sur la prescription généralité. On vous détaille effectivement tous les degrés d'orientation et les niveaux d'accompagnement.